Ok, ok. Bonjour tout le monde. Il fait froid. Nous nous approchons un peu vers la fin de notre intervention dans le cadre de ce semestre, parce que j'ai cru comprendre que vous allez avoir les examens incessamment sous peu. Je crois que c'est vers la première semaine ou la deuxième semaine de février. Et on reparlera des modalités des examens à la fin de cette séance. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre contrat spécial. Et comme vous le devinez, c'est le bail. Le bail ou le louage. Le législateur marocain ne fait pas cette distinction nette dans le DOC entre le bail et le louage. Cependant, dans le DOC, le législateur, il consacre justement plus d'une centaine d'articles à ce contrat qui est spécial, de 626 à 780. De 626 à 780 articles relatifs au bail. Il faut dire que ces articles, ils restent constants, encore une fois, en matière de bail. Ça veut dire qu'ils sont toujours là, ils n'ont jamais été modifiés. Mais cet aplomb ou cette confiance que nous avons dans le DOC, elle n'est pas aussi transparente, puisque, comme vous le savez, il y a des textes réglementaires, il y a des statuts spéciaux qui sont venus et qui régissent aujourd'hui la matière du bail. Le contrat de bail, il peut être civil, il peut être commercial. Il y a des baux de ferme, il y a des baux d'agriculture. Il y a un certain nombre de baux qui sont des variétés de baux qui sont là, et chaque bail répond à un régime juridique spécifique. Donc, nous n'allons pas travailler sur les baux professionnels, nous n'allons pas travailler sur les baux ruraux à ferme qui existent dans le DOC. Nous allons travailler le droit, nous allons nous tenir à une conception purement civiliste, ça veut dire nous allons travailler le bail civil, d'accord, en tant que privatiste, donc le bail civil. Et parallèlement, nous allons également parler du bail commercial, ça veut dire pour que vous puissiez comparer les deux contrats. Alors, quand on parle du bail, généralement, qui reste encore une fois régi par le DOC, d'accord? Et donc, ce sont des dispositions du législateur pour qu'il protège la marge des manœuvres des deux parties. Ça veut dire le bailleur et le locataire. Dans le DOC, on ne parle pas du bailleur et locataire. Le législateur marocain, dans le DOC, il parle du locateur et locataire. D'accord? Donc, c'est la même signification. Donc, à côté donc, du DOC, il y a aussi des codes, encore pas des codes, des textes spéciaux qui n'ont pas concurrence, encore une fois, mais qui complètent. Ça veut dire qu'à défaut d'une disposition juridique qui n'a pas été, par exemple, mentionnée dans un contrat de bail, en vertu d'un statut spécial, d'accord, eh bien, on reviendra au DOC, aux principes généraux du DOC. Ça veut dire que l'exception confirme la règle, je veux bien, mais quand il y a l'exception qui fait défaut, on revient à la source initiale. Comme vous savez, le bail, disposition importante, prévue par l'article 31 de la Constitution, il a pris quand même, ce bail, il a pris, si je reviens un peu plus dans l'histoire, il a pris quand même des proportions assez importantes, puisque aujourd'hui, ce sont des revendications, plus ou moins un droit à l'habitat, qui est un droit au logement et qui n'est rien d'autre qu'un article constitutionnel prévu par la Constitution de 2011 dans l'article 31 de la Constitution. Il y a aussi des textes réglementaires qui sont venus régir ces baux civils et commerciaux. Vous avez l'article 67-12 qui régit le bail civil et commercial. Vous avez les articles, la loi 49-16 qui régit les baux à usage professionnel et d'habitation. Donc, il y a la loi sur la copropriété, il y a la loi sur les charges, il y a la loi sur
les procédures de recouvrement. Il y a tout un arsenal de dispositions législatives, réglementaires qui viennent compléter, encore une fois, le DOC. Ça veut dire que le DOC reste la base du bail. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un bail? Tout simplement, le bail, c'est juste, contrairement à la vente, on a vu la dernière fois que la vente était un transfert d'un droit de propriété, c'est très important, d'une manière définitive. Cette fois-ci, c'est un transfert, non pas d'un droit, mais d'un droit de jouissance. C'est très important, d'un droit de jouissance, non pas d'une manière définitive, puisque c'est un bail, mais temporaire. Donc déjà, à ce niveau, il y a une grande différence entre la vente et le bail. D'accord? Autant la vente, c'est un transfert direct, irrévocable. C'est un aller simple. Il n'y a pas de retour là-dessus. Autant dans la vente, il va y avoir un transfert d'un droit de propriété, mais ce transfert beaucoup plus en droit de jouissance et donc d'un droit de propriété vers le locataire provisoirement avec cette obligation de restitution, d'accord? De garde et de restitution. Et donc, à partir de là, un certain nombre de problèmes risquent d'arriver quand on veut comparer la vente et le bail. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans certains contrats, il y a ce qu'on appelle un glissement du bail vers la vente. Par exemple, quand vous achetez une voiture, quand un organisme achète pour vous une voiture, dans un premier temps, vous payez des cotisations ou des redevances, un loyer de cette voiture pendant un moment, en attendant que cette voiture vous revienne définitivement et qui va se boucler par une cession définitive. Donc, voyez bien qu'il y a quand même un certain nombre de mécanismes qui sont mixtes entre le bail et la vente. Non pas que la vente et le bail ils résonnent dans deux mondes différents, mais des fois, il y a cette interférence où on commence par un bail et on glisse vers une cession ou une vente. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que des fois, dans la vente, dans le bail, le législateur, dans l'article 626 et 627, il définit le bail comme un louage, et là je vous lis l'article, comme un louage de choses sous forme d'un contrat et qui ne peut être parfait que par un consentement des parties sur la chose, sur les prix et sur les autres clauses. Par l'article 627 et 628 du DOC. Le législateur marocain ne fait pas, encore une fois, cette distinction entre un louage et un bail, bien que dans certains manuels du droit français, notamment un certain nombre d'auteurs, font cette distinction, notamment Mousseron, il fait cette distinction entre un louage et un bail. Il part du principe que le louage, c'est tout ce qui est bien mobile. Et tout ce qui est immobile, on appelle ça un bail. Notre législateur marocain, il est timide à ce niveau, puisqu'on ne sent pas cette différence au niveau de ces articles dans le DOC. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le législateur marocain, dans l'article 626, il fait cette distinction entre deux sortes de contrats de louage. Voilà ce qu'il parle. Il dit qu'il y a le louage sur la chose qu'il appelle le bail et le louage sur la personne qu'il appelle le contrat de travail. Quand vous louez une personne, ce n'est pas la personne que vous louez, mais vous louez sa prestation. Donc la prestation fait l'objet d'un contrat de travail ou d'un contrat d'entreprise quand il s'agit d'un ouvrage. D'accord? Mais cette distinction qui est sur la chose et sur les personnes, ça a donné lieu au code de travail et sur les choses, ça a donné lieu au contrat qu'on appelle les baux civils ou les baux commerciaux. Alors, le bail, qu'est-ce que c'est que le bail? Le bail, donc, c'est un démembrement d'un droit de propriété. OK? C'est un démembrement d'un droit de propriété, mais provisoirement, en attendant son retour vers son auteur principal. Alors, quand on voit ça, on se dit, mais finalement, quand on fait un démembrement d'un droit de propriété, on n'est pas loin de l'usufruit. On n'est pas loin de ce démembrement de ce droit de propriété qu'on appelle l'usufruit. Et à votre avis, qu'est-ce que c'est que l'usufruit? Je vous écoute, il faut me parler. Hein. Madame, c'est quand on profite de la chose. Quand On profite de la chose. Non, qu'est-ce que c'est qu'un usufruit? Parlez-moi en tant que juriste. Vous êtes en S5 privé.
vous allez, Inch'Allah, être des avocats et des notaires. Quand vous avez un client devant vous, vous n'allez pas lui dire quand on veut profiter quelque chose. Parlez-moi en termes juridiques, s'il vous plaît. C'est la jouissance d'une chose sans pour autant avoir la propriété. Exactement, c'est la jouissance d'une chose sans pour autant avoir la propriété. Est-ce que vous pensez que le bail, c'est l'usufruit? Puisque si je pars du principe que le bail, on va jouir de la chose sans être propriétaire, est-ce que le bail vaut usufruit? Réfléchissez, s'il vous plaît, avant de répondre. Est-ce que vous êtes d'accord avec le raisonnement? Si je vous dis que le bail, c'est un démembrement d'un droit de propriété et que la personne qui va profiter de ce bail va jouir, elle va utiliser ce bien pendant un moment sans pour autant qu'elle soit propriétaire, est-ce que aujourd'hui je peux dire que tous les baux ce sont des usufruits? Non, madame, puisque le bail, on ne peut pas le louer à notre tour. Le bail, Oui. on ne peut pas le louer à notre tour. Tandis que le louer on ne peut pas. À qui? À notre tour, à une autre personne. Ben, bien sûr que vous pouvez faire de la sous-location. Ça existe, la sous-location en droit. Donc, c'est un usufruit. Alors, pour vous, la sous-location, c'est un usufruit. Le bail. Le bail, c'est un usufruit. Oui. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec mademoiselle? Non, madame. Alors, allez-y. Il faut parler. Madame, parce que les usufruits se distinguent du bail par le fait que le locataire du bail n'a pas un droit réel sur la chose. Il a un droit personnel. Et qu'est-ce que c'est qu'un droit réel? Où est-ce qu'on retrouve le droit réel et le droit personnel? Le droit réel, c'est le pouvoir direct sur une chose. Oui, et le droit personnel? Donc, c'est des droits d'une personne à l'encontre d'une autre. Et donc, dans le bail, qu'est-ce qui se passe? Un peu les deux. Pourquoi? Puisque le locataire aura des obligations envers la personne qui va lui louer le bien, et il a des droits personnels, donc comme payer comment on appelle ça? Vous me posez la question? Il doit payer le loyer, voilà. Et donc, dans l'usufruit, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le bail. Là, ce que vous venez de répondre, c'est sur le bail. Et dans l'usufruit, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ne pas perdre du temps, dans l'usufruit, pour la constitution de l'usufruit, le propriétaire d'un bien, notez bien, démembre son droit de propriété pour le remettre au bénéficiaire. C'est un droit de propriété, mais qui va se résumer à quoi? Aux prérogatives de jouissance et d'usage. Ça, c'est l'usufruit. Donc, il va lui concéder quoi? Un droit réel sur la chose. Ça veut dire qu'il peut, ce usufruitier, il peut, par exemple, louer, il peut le donner, il peut l'hypothéquer. L'usufruitier, il a le droit de faire toutes ces opérations. Est-ce que vous comprenez? Dans l'usufruit, ça veut dire que le nu propriétaire, il n'a qu'un droit sur le bien, mais ce droit sur le bien, il est pratiquement verrouillé puisqu'il a donné l'usufruit à cette personne de faire ce qu'elle veut dans ce bien. Mais cette personne n'est jamais propriétaire. Alors que dans le bail, le bailleur il conserve intact son droit de propriété. Il ne le donne pas. Il s'engage seulement avec le contractant à la jouissance paisible d'un bien et du coup, il va exercer sur le contractant qu'un droit
personnel en cas de non-paiement du loyer. Il a un droit de créance. C'est ce qu'on appelle les droits personnels. Est-ce que vous comprenez? Madame, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, C'est comme dans la location des terrains agricoles. On peut appeler Oui. ça comme une usufruit. oui, bien sûr que dans la récolte, vous donnez par exemple un terrain agricole à quelqu'un, vous lui dites, écoutez, vous labourez ce terrain, vous allez profiter de ses fruits, d'ailleurs le terme vient de ça, d'accord? De ses vignes, des raisins, de tout ce que vous voulez, d'accord? Ce sont des choses qu'on appelle frugivores. Ça veut dire qu'ils donnent naissance à d'autres petites choses, d'accord? Des raisins, les vignes et tout ça. Et par conséquent, vous allez profiter de la récolte, vous allez profiter de tout. Vous pouvez louer, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sachez que je reste, moi, propriétaire de ce bien. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est qu'à mon décès que vous serez propriétaire. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. C'est ça l'usufruit. Et donc l'usufruit, il est loin du bail. C'est une sorte de bail. Mais attention, mais ce n'est pas le bail, puisque dans l'usufruit, je vais exercer un droit réel sur la chose qui m'a été confiée. Alors que dans le bail, je n'ai pas ce droit d'exercer sur la chose. Ce que j'ai, je vais exercer quelque chose comme un droit de créance sur la personne, si jamais cette personne ne me donne pas mon loyer. Voilà la différence et qui est aussi très importante. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Et donc, si je dois parler du bail, je peux dire que le bail, tout simplement, c'est une mise à disposition d'un bien d'un propriétaire vers un locataire. Et donc, vous savez très bien que ce locataire, il est obligé de par la loi de veiller sur ce bien, de l'entretenir, de le garder et de le restituer. Et donc, cette obligation de la restitution va encore faire la différence entre ce que nous appelons maintenant le bail et le contrat de dépôt. Alors, à votre avis, est-ce que c'est la même chose? Je suis en train avec vous de d'élaguer pratiquement les contrats qui s'approchent du bail. Les contrats de dépôt. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de dépôt? Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, madame. Le contrat de dépôt, Alors, c'est comme la location d'un coffre-fort à la banque. La location d'un coffre-fort ou le fait que vous déposiez, par exemple, quelque chose, un bien chez quelqu'un, vous déposez, donc il y a le déposant et le dépositaire. D'accord? Oui, Donc, madame. entre le déposant et le dépositaire, quand je viens vous confier quelque chose, est-ce que je suis dans un contrat de dépôt ou est-ce que je suis dans un contrat de bail? Si je vous dépose quelque chose, ce n'est pas pour que vous en profitiez. Si je dépose quelque chose, c'est parce que vous avez une obligation de garde et de restitution à mon égard. Alors que dans le bail, vous n'avez pas cette obligation de restitution et de garde, mais vous avez la restitution plus la jouissance. Ça veut dire que je suis en train de vous parler en termes d'utilité. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si dans la vente, il va y avoir un transfert d'un droit de propriété, dans le bail, il va y avoir une jouissance temporaire d'une chose. Et du coup, si je vais chez le juge pour lui dire, mais alors, est-ce que je suis dans le dépôt ou je suis dans le bail? Il est évident que quand vous allez déposer quelque chose, le juge, il va essayer de requalifier, rappelez-vous de l'opération de la requalification, le juge, il va essayer de requalifier à travers un certain nombre d'indices pour remonter soit vers un contrat de bail, soit vers un contrat de dépôt. Et dans le contrat de dépôt en tant que contrat spécial, le législateur l'a déjà prévu dans le DOC. Il est déjà verrouillé, il est déjà arrêté sur le plan juridique. Un contrat de dépôt, il y a deux parties avec un consentement, évidemment, avec une obligation de restitution, mais en plus, il faut qu'il garde la chose en l'état. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de la modifier. Ça veut dire, maintenant,
je vous dépose quelque chose et vous me la rendez à un moment donné. Je me mets avec vous en contact. Eh bien, au niveau sur le terrain juridique, pourquoi on fait encore cette approche avec le contrat de dépôt par rapport au contrat de baux? C'est parce que dans le dépôt, encore une fois, la responsabilité, elle est pleine. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ça veut dire que si jamais vous ne me rendez pas mon bien, ou alors si vous cassez mon bien, ou là vous le détruisez, vous êtes déjà sur le plan de la responsabilité responsable. C'est comme si je vous dis par exemple, dans un contrat encore de parking, je voulais vous laisser votre voiture dans un stationnement, c'est pas la même chose quand vous le laissez chez une société avec une obligation de surveillance. Donc, ce sont des contrats qui plus ou moins s'approchent des baux, mais ce ne sont pas des baux, ce n'est pas des contrats de bail. Je ne fais pas le bail. Même si je dois confier ma voiture à un garage, ce n'est pas un bail, c'est un contrat de dépôt. Est-ce que vous comprenez? Parce que cette voiture, il faut qu'elle me soit restituée en l'état. Dans le bail, nous aurons l'occasion de voir qu'il va y avoir des travaux dans ce bien, des travaux qui tantôt vont incomber au locataire, tantôt vont incomber au bailleur. Donc la chose telle qu'elle a été initiée au départ risque de changer de destination. Et l'une des particularités du bail, c'est que le contrat de bail étant un contrat de mise à disposition, il ne faut pas que sa destination finale soit détournée, détériorée à d'autres finalités pour lesquelles le contrat a été conclu dès le départ. Ce qui m'amène à vous dire que quand on parle de la chose qui fait l'objet du contrat, le législateur, il l'a déjà, encore une fois, verrouillé. Pourquoi? Parce que pour lui, il existe des biens qu'on appelle des biens éphémères et des biens frugifères et des biens non frugifères. Ce sont des termes juridiques. Qu'est-ce qu'on entend par des biens qui sont éphémères? Éphémères, ça veut dire ce sont des choses qu'on ne peut, qui peuvent, par exemple, qui sont frappées, comment on appelle, d'obsolètes. Ça veut dire que c'est iqdamou. Ce sont des biens qui peuvent, de par leur utilisation, glisser d'un contrat de bail vers un contrat de vente d'une manière automatique dès l'instant où l'usage, encore une fois, prolongé du bien, est épuisé en termes d'utilité. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle les biens éphémères. Est-ce que vous me suivez? Madame, je n'ai pas très bien compris. Alors, le législateur, dans le contrat de bail, d'abord c'est pour ça qu'il a réservé plus d'une centaine d'articles à ce contrat de bail, parce qu'il est un peu plus compliqué que la vente. La vente, elle est simple. La vente, je vous vends avec des obligations réciproques, etc., avec toutes les choses qu'on a vues la dernière fois. Mais dans la vente, c'est différent. La vente, la jouissance de la chose, il faut que la chose, encore une fois, comme dans la vente, il faut que la chose d'abord soit dans le commerce, il faut qu'elle soit légale, il faut qu'elle soit d'un certain moment, il faut qu'elle réponde à des critères juridiques. Mais en plus, le législateur, il va se rendre compte qu'il y a certaines choses qui, en termes d'utilité, regardez, en termes d'utilité, ça veut dire de jouissance. C'est comme si je vous dis de consommation, d'accord? De par leur nature d'utilité, automatiquement, ils vont commencer par un bail et fatalement, ils vont terminer par une vente. Si par exemple, je vous donne comme exemple, je ne sais pas moi, ce qu'on appelle déjà les biens éphémères ou des biens frugifères, l'existence des biens frugifères. C'est comme si je vous donne par exemple, je vous confie une terre agricole pour la labourer. Eh bien, à force d'utiliser la terre sur un certain temps, ben, cette terre, elle va finir par devenir aride, rêche, non cultivable. C'est fini. Donc, dès le départ, je sais que si je vous loue ce terrain agricole pour 30 ans, 40 ans, je sais qu'in fine, vous allez finir par l'acheter de chez moi parce que je vais faire avec vous un contrat de bail, mais avec cette clause à l'intérieur pour vous dire, attention, au bout de la 20e année,
vous êtes obligé, au bout de la 15e année, je ne vais pas attendre jusqu'à 40 ans pour que la terre devienne sèche, parce que personne ne voudra de cette terre, mais vous, puisque vous l'avez utilisée pendant un laps de temps, je mettrai une clause dans le bail vous disant, attention, au bout de la 5e, 6e année, vous êtes obligé de vous porter acquéreur de cette terre. Voilà ce qu'on appelle des biens éphémères. Est-ce que vous comprenez? Généralement, on les fait beaucoup plus dans les baux à ferme. Et là, je vous renvoie aux articles 700 à 722 du DOC et même des dispositions spéciales qui prévoient ce genre de clauses qui protègent aussi bien celui qui loue que celui qui récupère cette terre. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, madame. À côté de ces biens qu'on appelle des biens éphémères ou des biens frugifères, notamment dans comment on appelle ça, dans les terres agricoles, on les trouve, il y a ce qu'on appelle des biens non frugifères. Les biens non frugifères, ça veut dire, on les retrouve beaucoup plus où? Dans les mines et dans les carrières. La difficulté de la qualification d'un contrat ici, elle est très délicate parce que de par la nature du contrat de bail, parce qu'aujourd'hui, on loue des mines, il y a de la location des mines, eh bien, de par, si vous voulez, la nature du contrat de bail, le preneur a le droit d'exploiter le sol. Et pour extraire, par exemple, je ne sais pas moi, des matériaux moyennant une redevance. Donc, on n'est pas loin du bail ici. C'est ce que la mine. Parce que voilà, vous allez faire sortir, par exemple, je ne sais pas moi, des minéraux, ou là, du sable, ou là, tout ce que vous voulez, là, du granit. Mais en contrepartie, comme c'est ma mine à moi, bien sûr, il y a une réglementation à ce niveau parce qu'il faut des autorisations et tout le reste. Il va falloir me verser, c'est ce qu'on appelle des redevances. Mais le problème, c'est que je vais utiliser cette mine et je vais consommer. Encore une fois, on n'est pas loin des biens éphémères. Je vais consommer tout ça. À un moment donné, je vais commencer à gratter, jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien aussi. Donc, je ne peux pas profiter de la mine sans consommer la substance de cette mine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dès le départ vous faire un contrat, ce qu'on appelle un contrat de vente de meubles par anticipation. Pourquoi? Parce que le capital de cette chose, il va s'épuiser progressivement en fonction de votre consommation et donc votre droit d'exploitation. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Alors, cette distinction entre les biens éphémères et les biens non éphémères, ou qu'on appelle ça les biens frugifères, cette distinction, malheureusement, elle n'existe pas. Encore une fois, dans le DOC, bon, on la retrouve un peu partout dans les baux ruraux, mais d'une manière, si vous voulez, très timide. Le législateur n'en fait pas quelque chose d'explicite. Il faut dire également que le contrat de bail civil, nous sommes toujours dans le contrat de bail civil, cette mise à disposition nous ramène également à parler de la mise à disposition d'un bail commercial. Pourquoi? Parce que le bail civil et le bail commercial, comme vous le savez, ils sont régis par deux textes complètement différents. Attention, ce sont des textes de 67-12 qui régit l'habitation et les 49-16 qui régit tout ce qui est à usage commercial, et même les baux ruraux, ils sont dans d'autres textes. Bon, avant, il y avait le Daher de 1955 qui a été abrogé et donc il a été remplacé par un certain nombre de dispositions légales que je vous invite à regarder. Ce qu'il faut savoir, que quand vous faites un bail commercial, ce n'est pas la même chose quand vous faites un bail civil. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi est-ce que ce n'est pas la même chose? Pourquoi est-ce que le législateur ne s'est pas contenté d'unifier toutes les règles et toutes les dispositions qui concernent le bail en un seul corpus juridique, en disant que ce texte vaut aussi bien pour le commercial que pour les civils? Pourquoi le législateur n'a pas fait cette uniformisation des textes, à votre avis?
Madame, parce que le bail commercial, il y a le fonds de commerce qui se constitue, l'un des éléments constitutifs du bail commercial. Ouais, j'attends mieux que ça comme réponse. Bah, on devine que dans le bail commercial, il va y avoir un fonds de commerce. Ben, si le législateur a cru bon de mettre un pan dans le civil et un pan dans le commercial, c'est parce que dans le bail civil, je n'ai pas besoin d'une capacité particulière pour louer en tant que bailleur ou là en tant que locataire. Ce sont des actes, ce qu'on appelle des actes d'administration. Alors que dans le bail commercial, si je ne suis pas commerçant, je ne peux pas gérer un fonds de commerce. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que celui qui va louer pour un fonds de commerce, comme vous dites, dans un local commercial, celui qui va prendre en charge le fonds de commerce, il faut qu'il ait la casquette du commerçant, puisqu'il va faire des actes de commerce. Et le bailleur, si vous voulez, il n'a pas besoin de cette capacité pour louer un commerçant. Voilà la différence, qu'elle est énorme. Ça veut dire que quand je suis dans le fonds de commerce, celui qui doit gérer ce fonds, parce qu'il va y avoir un fonds de commerce, donc il est dans un bail commercial, soit une gérance libre, soit un bail commercial, ce sont des textes encore différents, mais restant dans le bail commercial en général, le bailleur, il n'a pas besoin d'avoir une casquette, puisque le bien lui appartient. D'accord? Ou alors il ne lui appartient pas, il l'a hérité, donc il a envie de le louer. Donc on n'a pas besoin de cette capacité juridique, d'être commerçant. Alors que le commerçant qui va gérer ce fonds de commerce, le locataire, il doit être commerçant. Et par conséquent, dans le bail commercial, les dispositifs qui pèsent sur le commerçant et sur le bailleur sont complètement différents de ceux qui pèsent sur le locataire et le bailleur en matière civile. Et pourquoi ça? C'est parce que le législateur, il a voulu, cette fois-ci, protéger. C'est une protection en droit commercial. Il a voulu protéger et le commerçant et le bailleur. Le commerçant, il va le protéger comment? Par des évictions abusives, par des préjugés. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi je voudrais récupérer mon fonds de commerce, le loyer, c'est bon, ok, on va faire une durée et il va le laisser fructifier son fonds de commerce, avoir une clientèle importante et profiter de cette clientèle pour louer un peu plus cher. Donc, pour arrêter cette hémorragie, d'accord, c'est ce qu'ils font beaucoup de commerçants, le législateur, il a bien compris la chose. Dans les baux commerciaux, il faut absolument que le locataire, quand il va se mettre, le commerçant, évidemment, quand il sera installé dans ce fonds de commerce, ben, il est là pendant 2 ans. À partir de 2 ans, il va acquérir, c'est ce qu'on appelle la propriété commerciale. Une fois cette propriété commerciale acquise, eh ben, le bailleur aura du mal à le faire sortir de ce fonds de commerce puisque la loi lui impose un certain nombre de conditions pour qu'il puisse sortir de ce fonds en demandant, en obligeant celui qui va le faire sortir à verser des indemnités d'éviction. Si toutefois, il a envie de changer son local, si toutefois, il a envie, ce local, il est menacé de ruine, si toutefois, il ne paye pas son loyer, un certain nombre de conditions qui sont là et qui sont prévues par le droit commercial. Le législateur, il ne protège pas uniquement le commerçant locataire dans ce fonds de commerce. Le législateur protège également le bailleur de ce fonds de commerce, le propriétaire de ce fonds de commerce. Comment? Ben, contre les incidents de paiement. Aujourd'hui, avec ce qui se passe avec la pandémie et le virus qui est en train de nous détruire, ben vous avez un certain nombre de fonds de commerce qui ne peuvent plus se permettre de s'acquitter de leur loyer commercial. Même les habous, où il y a des locations, il y a les locaux commerciaux habous, le ministère, il a décidé de mettre un holà en attendant que les choses retournent. Ça veut dire qu'il aura pratiquement accordé, allez, on va dire une franchise, d'accord, en attendant que les choses reprennent. Mais un bailleur, quand il voit qu'à côté de lui, cette personne ne paye pas, ben, juridiquement, sur le plan juridique, il a le droit de le mettre à la porte. Au bout de la troisième mois,
il faut qu'il saisisse le juge des référés en matière commerciale avec des mises en demeure et la chose, elle est réglée. C'est des procédures de recouvrement du loyer, aussi bien commerciaux que civils. D'accord? Mais aujourd'hui, il y a eu un arrêt de la jurisprudence à Casablanca où une personne, justement, dans un local, s'est arrêtée de régler ses redevances dans un loyer commercial sous prétexte qu'il ne travaille plus et que l'administration, enfin, les autorités ont demandé à ce qu'il y ait fermeture et par conséquent, il n'a pas voulu, il a provoqué un incident de paiement. Le bailleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut récupérer son bien et il a intenté une action devant le tribunal et le tribunal, il a jugé bon d'expliquer que on ne peut annuler des redevances, mais on ne peut que les suspendre et que cette personne, elle a arrêté de payer ses redevances bien avant qu'il y ait la pandémie. Donc, cette personne, elle est rentrée dans ce prétexte de la pandémie pour dire, mais quand ils sont remontés dans l'histoire, ils ont trouvé que cette personne, elle a arrêté de régler ses redevances bien avant que l'état sanitaire ne se déclenche. Donc, il y avait quand même de la mauvaise foi. Tout ça, c'est pour vous dire que le législateur, il protège le bail, aussi bien sur le plan civil que sur le plan commercial, par un certain nombre de dispositions législatives. Il y a quelqu'un qui voudrait parler peut-être, non? Oui? Oui, madame, s'il vous plaît, est-ce qu'un contrat de bail peut, par la suite, un contrat civil peut se transformer un bail civil peut se transformer en un bail commercial? Non, un bail civil ne peut jamais se transformer en bail commercial parce qu'encore une fois, c'est deux terrains complètement différents. C'est ce qu'on appelle le problème de la qualification, de ce que je vous ai déjà enseigné par le juge. Ce n'est pas nous, on ne peut pas le faire, mais si jamais l'affaire est portée devant le tribunal, le juge, il va voir est-ce que ce contrat dépend du civil ou du commercial. Mais jamais un contrat ne va muer du civil vers le commercial et du commercial vers le civil. Non, parce que ce sont deux régimes, deux lois complètement différents. D'accord? Dans le commercial, il faut qu'il soit commerçant. S'il n'est pas commerçant, il ne peut pas basculer dans le commercial. C'est fini pour lui. Il faut qu'il soit enregistré, il faut qu'il ait la casquette de la commercialité avec ses avantages et ses inconvénients, à savoir la liberté de la preuve et la solidarité en cas de problème, de dette. Vous voyez bien, donc, la compétence des tribunaux commerciaux et la prescription, tout ça, ce sont des règles qui sont dans le commercial. Donc, il ne peut pas, un civil ne peut pas se transformer en commercial et un commercial ne peut pas se muer en civil. D'accord? Maintenant, si le contrat civil est arrivé à échéance et que la personne, elle a voulu rentrer dans les affaires, elle s'est inscrite dans le registre du commerce, elle s'est faite immatriculer, elle devient commerçante, oui. Mais un magasin, vous savez, le bail, généralement, quand vous avez le bail, le bail, ça dépend de ce que vous voulez, de la nature de l'activité. Vous ne pouvez pas être commerçant et faire une activité qui est civile, par exemple. Même la nature de l'activité, elle est très importante dans le bail commercial. Donc, tout est tributaire d'un certain nombre de critères qui font que vous êtes dans un bail commercial et non pas dans un bail civil. Et d'ailleurs, dans le bail commercial, quand vous avez un bail commercial, vous pouvez, en tant que commerçant, vous pouvez le nantir, le nantissement. Quand vous allez nantir ce fonds de commerce, pour la banque, vous êtes un commerçant. Vous ne pouvez pas être un civil, parce que là, il va y avoir un gros problème. Et quand vous êtes en même temps, attention, propriétaire, et vous êtes propriétaire de votre local, et en même temps, vous êtes également commerçant dans votre fonds de commerce. Vous êtes chez vous. Vous n'avez pas loué. Vous êtes chez vous. Mais vous faites une activité commerciale en ayant les murs qui vous appartiennent. Si vous voulez un crédit, là, c'est différent. Là, vous allez sur le terrain civil pour hypothéquer, par exemple, les murs, et vous allez sur le terrain commercial pour nantir votre fonds de commerce. Est-ce que vous me comprenez? Oui, madame. Voilà. Ce n'est qu'à ce niveau qu'on peut dire qu'il va y avoir une petite interaction
voyez ce que je veux dire? Mais même pas, c'est même pas une interaction. Le monde civil et le monde commercial, ils ne sont pas. Le seul moment où il y a ce glissement, c'est quand vous achetez, par exemple, le crédit bail, où vous êtes, par exemple, dans un premier temps, dans le bail, et après, vous allez finir par la vente. Alors, moi, mes commerciaux civils, non, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, si par Est-ce qu'il y a... par Oui, exemple, madame, je loue un magasin, bon, oui, jamais n'a été fait un fonds de commerce dessus. Et par la suite, une personne fait son activité, après 2 ans, il crée son propre fonds de commerce. oui. Comment on va qualifier la qualité du contrat? Attendez, là, vous avez un magasin. Ça fait 2 ans que vous êtes dans ce magasin pour créer votre fonds de commerce. Vous l'avez créé. La loi vous dit que la propriété commerciale s'acquiert au bout de la 2e année. Vous êtes déjà dans votre propriété commerciale. Ça veut dire que si le bailleur viendrait un matin pour vous dire il est temps que vous sortiez de mon local parce que j'ai envie de faire ceci ou une activité ou ceci, cela, il n'a pas le droit. Pour vous faire sortir, il faut qu'il vous verse, c'est ce qu'on appelle des indemnités d'éviction. Ça veut dire qu'il est en train de vous évincer, de vous faire sortir d'une manière abusive, d'accord, pour acquérir la propriété commerciale que vous avez travaillé et vous l'avez enrichi. Et là, le législateur, il l'a fait exprès, d'accord? C'est pour dissuader ces bailleurs, Samsara. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vous laissent travailler dans les 2 premières années, le temps de fructifier et de mettre sur pied votre clientèle, et après, ils vont vous faire sortir de ce magasin, de ce local, ils vont le relouer avec une plus-value de la clientèle. Ça ne marche pas, parce que s'il veut vous faire sortir, il est obligé de vous verser des indemnités d'éviction. Alors, comment sont évaluées ces indemnités? Vous savez qu'aujourd'hui, ces indemnités au tribunal de droit commercial, ces indemnités valent 2-3 fois le fonds de commerce. C'est fait exprès pour dissuader ces bailleurs de ne pas user de leurs droits pour mettre à la porte ces commerçants qui travaillent d'arrache-pied pour fructifier, pour monter sur place un fonds de commerce. Et une fois le fonds de commerce, il arrive comme ça, tout frais, pour dire ben maintenant je vais récupérer le tout comme une fleur. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des procédures qui sont respectées, il y a des mises en demeure, il y a des notifications et il y a des conditions dans lesquelles vous pouvez quitter le loyer d'un fonds de commerce, sauf s'il a envie qu'il est menacé de ruine ou il a envie de le modifier ou il a envie ou vous ne payez pas votre redevance au bout de la troisième mois. Ça, ce sont des conditions qui sont arrêtées. Mais à l'intérieur de ce fonds de commerce, vous avez le droit de changer d'activité. C'est ce qu'on appelle le principe de la spécialisation. Vous avez le droit de changer d'activité sans même le consulter, par exemple. Mais il faut que cette activité, il faut qu'elle soit concordante, d'accord, avec l'activité principale. S'il est dans la restauration, vous n'allez pas à côté de ça créer une activité, par exemple, je sais pas moi, de la boucherie ou du poisson. Vous êtes obligé de rester dans la même lignée de la restauration ou de la crème ou des crêpes, un certain nombre de choses, d'accord? Maintenant, cette activité, elle peut être principale, tout comme elle peut être secondaire. Mais là, c'est un autre chapitre sur le droit commercial. Il faut quand même la viser. S'il ne vous répond pas au bout d'un certain nombre, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais généralement, l'absence de réponse vaut le consentement de la partie qui accepte généralement de vous laisser faire. Donc, il y a un certain nombre d'obligations qui pèsent en droit commercial, notamment lorsqu'il s'agit des baux commerciaux qui sont assez importants puisque nous sommes dans le bail. Alors, l'un des problèmes qui arrivent dans le bail, qu'il soit civil ou commercial, c'est son exécution. Ça veut dire, n'oubliez pas que le bail est un contrat syllagmatique, bilatéral, consensuel, où il va y avoir un loyer, c'est le prix, d'accord? Où il va y avoir aussi un consentement sur la chose, où il va y avoir également un terme, ça veut dire une durée.
c'est cette durée qui est importante. Donc, le contrat de bail est un contrat à exécution, à votre avis, instantané ou exécutive ou successive. Je vous écoute. Est-ce que le contrat de bail est un contrat à exécution instantanée ou successive? Allô, est-ce que vous êtes là? Oui, madame, successive, parce qu'il y a une succession de paiement de loyer. Parce que? Il y a une succession de paiement de loyer. Et pourquoi vous dites c'est parce qu'il y a paiement de loyer? Parce qu'on peut avoir un contrat à durée déterminée, tout comme on peut avoir un contrat d'un jour, de 2 jours. Hein. Est-ce que vous me suivez? Oui, madame. Quelle est la durée d'un contrat généralement? À votre avis, quelle est la durée d'un contrat? Un bail, quelle est sa durée? Tout dépend du terme du contrat. Est-ce qu'on peut faire un bail à durée indéterminée? Non, madame, il est renouvelable. Non, jamais. Pourquoi on ne peut pas faire un contrat à durée indéterminée? L'un des éléments constitutifs du contrat de bail, c'est la durée. Non, la question est, oubliez le bail. Peut-on faire un contrat à durée indéterminée? Oui, un contrat en général, comme contrat de travail. Il y a un contrat à durée déterminée ou bien indéterminée. Ah non, 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 ce n'est pas par rapport au contrat de travail, là. Même un contrat de travail, quand il est à durée indéterminée, il faut qu'il soit précisé 99 ans, parce que sinon le contrat, il tombe sous le coup de la prohibition des pactes perpétuels. Vous n'avez pas étudié cela? Un contrat a une durée. Si aucune condition n'est précise, la durée ne peut pas être indéterminée. C'est pas possible. Il n'y a pas de contrat à durée indéterminée. Ça veut dire quand on parle de indéterminé, il faut qu'il soit bouclé à 99 ans. Si vous laissez un contrat à durée indéterminée et vous ne précisez même pas 99 ans, eh ben c'est un contrat qui tombe. Il est interdit. Il tombe sur l'interdiction des pactes, qu'on appelle ça les pactes perpétuels. Il n'y a pas de contrat à vie. Ça n'existe pas. Bon, vous pensez maintenant en contrat déterminé et en contrat indéterminé. Mais même ces contrats qui sont indéterminés, leur limite, c'est 99 ans. Ils ne peuvent pas être indéterminés. C'est impossible. Il faut préciser une durée. Si vous ne mettez pas de durée dans le contrat, votre contrat, il est nul et non avenu. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Voilà. Donc, le contrat de bail est un contrat consensuel en vertu de l'article 628. Il est considéré comme un acte d'administration et non pas de gestion. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que la différence entre acte d'administration et acte de gestion? Ou est-ce que vous avez étudié cela? Non, madame, vous pouvez donner une définition? Allez-y. Un mineur, la capacité, vous avez étudié ça dans la capacité, un mineur n'a pas le droit d'avoir des pouvoirs pour gérer, mais il peut administrer. L'administration, ce n'est pas dans le sens administrer, prendre des décisions. Le mineur, l'incapable, n'a pas le droit, d'accord, l'incapable, quand il va arriver en droit commercial à l'expérience marhalat al-ikhtibar, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer que son tuteur va l'impliquer dans l'administration d'un café que son père lui a laissé. Ça veut dire qu'il va regarder à droite et à gauche, mais il n'a pas le droit de gérer, il n'a pas le droit de révoquer, il n'a pas le droit
de demander un crédit, il n'a pas le droit de cautionner, d'avaliser. Ce sont des actes qu'on appelle des actes de gestion. Eh bien, l'acte de gestion nécessite une capacité particulière en matière de bail. L'acte de gestion en matière de bail est très important lorsqu'il s'agit d'un bail commercial, parce que celui qui va gérer le bail, il faut qu'il soit commerçant. Donc, la capacité commerciale, elle est requise chez lui. Alors que dans le bail civil, il est considéré comme un acte d'administration, puisqu'il ne nécessite pas une capacité particulière. Est-ce que vous comprenez? N'importe qui, un étudiant, un mineur, n'importe qui peut louer à n'importe qui. Donc, à la limite, on ne va pas demander est-ce qu'il est commerçant ou pas. C'est ça la différence entre la capacité d'administration et les actes d'administration et les actes de gestion. Les actes de gestion, généralement, relèvent d'une capacité particulière. Quelqu'un qui est déchu de ses droits, quelqu'un qui est condamné, quelqu'un qui a été pratiquement banni, qui a purgé une peine, qui a un casier judiciaire, eh ben, il est privé de faire des actes de gestion dans une société puisqu'il a déjà abusé, il a fait des abus des biens sociaux, il a fraudé, donc il est privé, il est interdit de faire des actes de gestion. Voilà. Donc, le contrat de bail, généralement, passe par la formation d'un certain nombre d'éléments qui doivent être réunis pour qu'ils puissent exister. Évidemment, c'est un contrat écrit, encore une fois, avec des mentions obligatoires prévues par la loi, aussi bien au niveau du bailleur qu'au niveau du locataire. Il y a des droits et des obligations qui pèsent aussi bien sur le bailleur que sur le locataire. Il y a un loyer qui doit être déterminé. Ce loyer, c'est le prix que vous allez payer. Ce prix, il faut qu'il soit déterminé ou déterminable. Et quand je dis déterminé ou déterminable, ça veut dire qu'il va y avoir un problème de quoi? D'indexation. Rappelez-vous de la théorie de l'imprévision. Vous vous rappelez de mes étudiants qui étaient avec moi? Vous me faites souffrir. Quand on parle du loyer, du prix, la détermination et la déterminabilité du prix, c'est très important. Et c'est pour ça tout à l'heure que je vous ai dit pourquoi on dit que le contrat, il est à exécution successive et non pas instantanée, parce que lorsqu'il s'agit d'une exécution successive, il risque d'y avoir des aléas, la théorie de l'imprévision, un certain nombre de changements qui risquent d'arriver, des changements relatifs au contrat lui-même et des changements relatifs à la qualité des contractants. Le bailleur peut mourir, le locataire, il peut aussi disparaître. Le locataire, il peut sous-louer. Donc, l'exécution à exécution successive, c'est parce qu'il va y avoir des événements qui vont arriver dans cette exécution et qui fait que le contrat de bail, il doit être revu, d'accord, d'une manière logique, en prenant en considération cette circulation, ce qu'on appelle la circulation du bail. Et cette circulation du bail va passer par son exécution. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Ou est-ce que je me parle toute seule? Oui, madame. Non, madame. Ok. Donc, quand on parle de l'exécution du bail, encore une fois, un bail, il est formé, c'est un acte, consentement, le prix. Bien sûr, le législateur, il l'a entouré par un certain nombre de conditions relatives à la révision de ce prix. Tous les 3 ans, le prix du bail, il doit évoluer vers la hausse, aussi bien au niveau commercial qu'au niveau civil. Dans le civil, c'est 8 et dans le commercial, c'est 10%. D'accord? Le loyer, aussi bien commercial que civil, varie en fonction d'un certain nombre de paramètres du coût de l'indice de vie. Donc, tous les 3 ans, même si ce n'est pas écrit dans le contrat, c'est d'ordre public. Ça veut dire que vous êtes en droit d'augmenter le prix, de demander l'augmentation
du prix. Même si le locataire vous dit, moi, je ne l'ai pas précisé ou on ne l'a pas précisé dans le contrat, il est d'ordre public. Excusez-moi, il y a du bruit autour de moi. Donc, le contrat, le prix, la chose, encore une fois, il faut qu'elle soit légale. On présume que la chose que je vais louer, elle est légale, elle existe, donc c'est le bien. On parle du louage ou du bail. Quand on parle du louage, encore une fois, cette distinction, elle est très timide dans le DOC, mais les auteurs font cette distinction en parlant du louage. Par exemple, vous louez un coffre-fort, vous louez une voiture, vous ne faites pas un bail, vous louez une place de parking, vous louez, alors que quand vous faites un immeuble, vous faites un bail, un contrat de bail concernant un bien immeuble. Voilà cette distinction que je trouve qui est très logique d'ailleurs dans ce sens. En ce qui concerne donc le prix, son recouvrement, il est régi par des textes. Donc, comme tout contrat bilatéral, le bail peut donner naissance à des obligations à la charge des deux parties. Alors, il y a, encore une fois, il est à exécution successive, il va y avoir des changements qui sont susceptibles, encore une fois, d'affecter les personnes, encore une fois, des contractants au cours de cette exécution. Donc, les obligations du bailleur et celles du preneur, ça veut dire le locataire, généralement, si vous regardez un peu plus la vente, vous allez trouver que les obligations du bailleur, il est tenu, tout comme le vendeur, hein, c'est la même chose, en vertu de l'article 635 du DOC, il est tenu par deux obligations principales, à savoir délivrer la chose louée, la délivrance et l'entretien, évidemment, et garantir la chose louée, la garantir contre les vices cachés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Alors, en vertu de cet article 635 du DOC, le bailleur est tenu, donc encore une fois, de deux obligations principales. La première, vous allez regarder dans votre DOC, c'est celle de la délivrance. Délivrer la chose, ça veut dire qu'une fois que j'écris mon courrier, il est tout à fait normal qu'il faut qu'il se dessaisisse de son bien pour le donner en location, donc la délivrance. Eh bien, cette délivrance de la chose louée, c'est une obligation et cette obligation va appeler à l'entretien. Il faut absolument, puisque n'oubliez pas qu'il garde un droit de propriété, mais qu'il va le transférer, qu'il ne va transférer que la jouissance. Il ne va pas transférer son droit de propriété, il ne va transférer que la jouissance. Donc, il reste quand même propriétaire de son bien. Et donc, il va aussi garantir la chose louée. Quand on parle de la délivrance de la chose, ça veut dire que je vous donne les clés, parce que je suis dans la location. Et quand je vous donne les clés, vous devinez bien que ce qu'on dit, l'état des lieux, il faut le faire. Mais si vous ne le faites pas, on le présume. Ça veut dire qu'on dit que le bon état des lieux se présume. Ça veut dire que si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il aurait fallu l'écrire sur place ou la démontrer. Mais par une présomption, on devine que tout est OK et que vous n'avez relevé aucune anomalie. Et en faisant cela et vous signez votre état des lieux, vous le déchargez de toute responsabilité par la suite et toute action contre lui devant les tribunaux demain après-demain, si toutefois vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que vous n'avez pas vu. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la garantie des vices cachés, comme ce qu'on a vu la dernière fois. Eh bien, ces garanties des vices cachés, je vous renvoie carrément aux mêmes dispositions qui régissent la vente. C'est la même chose. La garantie des vices cachés, ça veut dire que je vais essayer de vous garantir que ce bien ne requiert aucune anomalie. Mais attention, l'anomalie ici, elle est différente puisque je vous garantis que ce bien n'est pas greffé d'un problème et qu'il n'y a pas je ne vais pas venir vous embêter pour les travaux. Il ne va pas y avoir d'autres gens qui vont venir pour vous embêter. C'est ce qu'on appelle la garantie de son fait personnel et la garantie des faits du tiers. Donc, nous aurons l'occasion de voir
c'est garanti la semaine prochaine. Et ça va être le dernier cours chez moi. Malheureusement, on ne peut pas aller plus vite que ça. J'aurais aimé travailler avec vous d'autres contrats, tels que le dépôt, le mandat, l'arbitrage. Ce sont des contrats également spéciaux, mais on ne peut pas aller plus que ça. Malheureusement, le temps nous est quand même assez compté. Alors, je reviens sur les examens de ce que vous aurez. Probablement, vous aurez des QCM, mais des QCM où vous allez tout de suite écrire des choses. Ce n'est pas par oui ou non, hein, on n'est pas un QCM à la canadienne, mais vous allez quand même, vous allez voir que ce sont des QCM où vous allez devoir écrire des petits cas pratiques, mais qui seront écrites par vous sur votre clavier, et puis voilà, et après on corrigera cela. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Je vous ferai également parvenir un enregistrement en amphi de ce cours que j'ai dispensé l'année dernière pour les S5 privés. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Driss, allez-y. Oui, je vous écoute. Allô? Madame, s'il vous plaît, pour les réponses, est-ce qu'il faut répondre comme une dissertation ou bien direct? Non, il y a pas. Non, il faut répondre. Comment ça, dissertation ou direct? Je n'ai pas compris votre question. Qui fait direct? Pour la méthode de la réponse, est-ce qu'il faut Non, sous mais forme vous êtes de direct. dissertation? Non, il n'y a pas de dissertation. Il n'y a pas de dissertation. Bah non, on ne peut pas faire des dissertations. Je ne sais pas combien vous êtes, mais ce sont des questions qui sont directes. Ça veut dire que vous n'allez pas répondre par un oui ou un non, mais vous allez me répondre. Vous allez faire. Oui, donner une définition. Voilà, une définition ou 3 ou 4 phrases qui vont répondre à la question que je vous ai posée. Et des fois, vous pouvez carrément prendre, je vous donnerai par exemple 3 ou 4 réponses moi-même et vous allez peut-être me dire laquelle et pourquoi. Ça, vous justifiez. Voilà. D'accord, merci. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je dois m'arrêter ici. Je vous remercie. Et on se retrouvera mercredi prochain et ça va être notre dernier cours. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Au revoir.